Merci beaucoup pour votre présence sur cet atelier. Atelier Transition et Sec Alumni, 1 heure pour comprendre la place de la diversité et de l'inclusion en entreprise avec Chantal Darleuet. Donc, je te remercie, Chantal, et puis je te passe la main pour aller dans le vif du sujet. Bien volontiers. Merci, Sounia. Bonjour à toutes et à tous. Ravie d'échanger avec vous sur ce sujet. Très souvent, la question est posée, est-ce qu'il ne faut pas prioriser? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt s'attaquer au climat qu'à des questions finalement peut-être d'un second ordre, etc. Je vais tout de suite vous annoncer mon point de vue sur le sujet. C'est pas l'un ou l'autre, c'est les deux pour plein de raisons et c'est ce qui va nous rassembler pendant 1 heure. Donc, je suis Chantal Verdelet, je dirige ce que l'ESSEC appelle le CEDI, le Centre Égalité, Diversité et Inclusion. Égalité comme égalité des chances, qui est notre canal historique, puisqu'on a fêté récemment les 20 ans d'engagement de l'ESSEC sur ces sujets, avec les programmes de tutorat étudiants et autres, qui ont fédéré bon nombre de quelques milliers de bénéficiaires, mais milliers d'étudiants aussi qui se sont engagés dans ces sujets. Et à partir de 2018, j'ai également comment dire, animé la mise en transition de l'ESSEC. Et pour le coup, là, on parlait bien de transition écologique et sociale. Donc, ça m'a permis de faire beaucoup d'allers-retours entre ces sujets et petit à petit de me rendre compte à quel point les deux étaient liés. Mais voilà, on va en parler aujourd'hui. Et donc, si vous en êtes d'accord, ben, je vais peut-être commencer par répondre à cette première question. Finalement, peut-on traiter, peut-on réussir, peut-on adresser la transition environnementale sans adresser aussi les sujets sociaux? Première question. Et c'est la question qui est souvent posée par les entreprises dans une logique de dire, mais notre énergie, qu'elle soit financière, qu'elle soit humaine, n'étant pas infinie, est-ce qu'il n'y a pas voilà, besoin de faire des choix à un moment donné? Et donc, ma proposition de réponse est de dire de faire les deux. Première raison, parce que, et je vais partager mon écran régulièrement si vous le voulez bien pour avoir quelques images clés, tout simplement parce que quand on raisonne en objectifs de développement durable, ce qui est quand même pas inintéressant quand on parle de transition, les objectifs de développement durable des Nations Unies adressent de fait les deux dimensions. Quand on regarde, par exemple, le pas de pauvreté, c'est la question de la gestion des différences économiques, on va dire. Zéro fin, idem. Si on regarde l'éducation de qualité, concrètement, ça veut dire aussi limiter les inégalités dans l'accès à l'école ou dans l'accès aux études supérieures. Et c'est bien l'égalité des chances qui est questionnée derrière cet objectif numéro 4. L'égalité entre les sexes, je ne vous fais pas de dessin, mais l'égalité femmes-hommes, qui pour le coup est quand même maintenant pas mal de cheminement dans les entreprises, mais elle s'inscrit au cœur des objectifs de développement durable. Et puis, si on regarde plus largement l'objectif numéro 10, réduire les inégalités, on est au cœur des questions d'égalité, de diversité, d'inclusion, et on y reviendra. Donc déjà, dès le départ, j'allais dire, enfin, dès que ces objectifs de développement durable ont été définis, ils mélangent et ils adressent à la fois les questions de vie climatique, de vie terrestre, ou autres, les questions de propreté, les questions d'eau, les questions de consommation, etc., en même temps que les questions de diversité et d'inclusion. Ça veut juste dire que, et c'est le cas à l'ESSEC, hein, quand on a pris la décision d'adresser vraiment de façon très volontariste et à 360 degrés les questions de transition, on a dit oui, les questions environnementales doivent être posées. On parle du changement climatique, on parle de la biodiversité, on parle des limites planétaires, hein, et on sait bien que dans 10 ans, certaines ressources ne seront plus disponibles pour continuer à vivre comme on le fait aujourd'hui. Donc il faudra évidemment prendre tout ça à bras le corps, mais en parallèle, on voit bien que les questions des inégalités traversent nos sociétés, que les enjeux de conditions de travail sont essentiels et que les discriminations sous toutes les formes ou suivant tous les critères de genre, d'âge, de santé, de territoire et autres, on ne peut pas ignorer leur existence non plus. Donc, ce n'est pas l'un ou l'autre, ce sont les deux. Je disais dans le cadrage aussi, euh, j'aime bien le parallèle entre la biodiversité et les questions de diversité. Aujourd'hui, quand on voit la nature perdre certaines de ses espèces, ou en tout cas ne pas lui donner la possibilité d'apporter ce pourquoi elle a été faite quelque part, on voit bien en quoi on appauvrit la Terre. C'est la même chose hein, sur les questions d'humains. Si on ne crée pas les conditions pour que tous les humains trouvent leur place et puissent contribuer à égale proportion là où ils en sont et parce qu'ils sont, on a un rendez-vous loupé quelque part avec l'humanité. Je pense que ce parallèle-là est aussi essentiel, évidemment. Et donc, quand on a dit ça, et quand les entreprises de plus en plus nombreuses se disent, oui, effectivement, il y a un sujet sur la diversité et l'inclusion, mais comment je vais faire et pourquoi, enfin, qu'est-ce que j'ai à y gagner? Alors, je vais revenir là-dessus parce que on sent bien que pour mettre en mouvement les entreprises sur les questions de transition, il n'y a pas de mystère, il faut bien qu'on arrive à mettre en mots ce qu'elles ont à y gagner.
Parce que le faire rien que pour des grandeurs d'âme, c'est quand même pas si simple par les temps qui courent et c'est pas toujours compatible avec les enjeux même des organisations. Et donc, il faut se poser la question de qu'est-ce qu'on a gagné. Qu'est-ce qu'on a aussi comme nouveau récit à inventer? Qu'est-ce qu'on a comme nouvelle pratique qui donnera de l'envie? En gros, il faut rendre ce futur désirable. Et honnêtement, pour avoir beaucoup creusé la question sur les questions environnementales, c'est pas simple, je trouve, sur les questions environnementales. Hein. Se dire qu'on va se priver de pas mal de choses et de ne pas être dans ce train. Justement, comment présenter les enjeux de développement, enfin, de transition environnementale sans être dans une logique privative, je trouve que c'est quand même très complexe, très compliqué. On a bien sûr des leviers. Donc la bonne nouvelle, c'est que quand on va sur la question de diversité et inclusion, c'est beaucoup plus facile de dessiner un futur désirable. Et je pense qu'on tient là non seulement un levier pour agir en faveur d'entreprises plus diverses, plus inclusives, parce qu'on va montrer, c'est facile de mettre en mots aujourd'hui, parce que les études le prouvent, tout ce que les entreprises ont y gagné, mais je vais même un cran plus loin, je pense qu'il faut raisonner aussi de cette diversité et inclusion comme étant une solution pour les enjeux environnementaux. Donc ça peut paraître emmêlé tout ça, mais on va essayer de détricoter l'ensemble. Donc déjà, pourquoi les entreprises pourraient demain avoir envie, et dès aujourd'hui d'ailleurs, hein, très concrètement, d'être plus diverses et plus inclusives. Parce que sincèrement, c'est le cas. Hein. J'aurai l'occasion de parler des centaines d'entreprises avec qui on travaille désormais sur presque de la diversité. Il y en a d'autres parmi nous qui pourront donner des exemples aussi, parce que j'ai vu qu'il y a des fresqueurs parmi nous. Honnêtement, c'est intéressant de se poser ces questions et de mettre en mots tout ce que les entreprises ont à gagner si elles jouent la carte de la diversité et l'inclusion. Et derrière, je ne veux pas dire que c'est facile, hein. Je veux dire que c'est possible, mais que ça vaut vraiment l'effort pour aller là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'elles ont gagné? Je vais commencer par partager une slide de NJ, avec qui on travaille beaucoup sur ces sujets. Et c'est ce qui, en interne, permet chez NJ d'embarquer quelque part, ou à la vocation d'embarquer toutes les communautés, au-delà des bees, qui sont les ambassadeurs qui butinent un peu partout pour aller promouvoir la diversité et l'inclusion. Mais on retrouve là-dedans une bonne partie déjà des premiers arguments à avoir en tête. Clairement, la première raison pour laquelle les entreprises aujourd'hui se mettent en mouvement sur la diversité et l'inclusion, c'est pas que les objectifs de développement durable, c'est avant tout la pénurie de talent et la rétention de talent. Une entreprise qui ne recrute pas, évidemment, est mise à mal et a son futur remis en question. Et tout à coup, on se dit que enfin, les entreprises sont nombreuses à faire le constat qu'elles sont très loin d'avoir des collaborateurs à l'image de toutes les cibles et de tous les viviers finalement de compétences de la société. Donc la première idée, c'est de dire allons chercher dans la diversité des ressources et des futurs collaborateurs qu'on n'a pas aujourd'hui. Le corollaire, c'est la rétention de talent, parce que plus on limite le turnover dans les entreprises, évidemment, par les temps qui courent plus que jamais, plus on garde les forces vives en interne. Et pour retenir des talents dans l'entreprise, il y a un enjeu qu'on retrouve par ailleurs dans ces slides, c'est la notion de bien-être, d'être qui on est, d'être pleinement soi-même. Et ça s'appelle l'inclusion. Donc on voit qu'il y a des enjeux RH très très forts. Les études montrent aussi qu'il y a une corrélation directe, notamment en période de crise, notamment quand il faut installer des nouveaux processus, quand il faut apporter de la créativité, de l'innovation. Alors, on identifie la diversité des profils autour de la table des décideurs comme étant à l'évidence une piste de performance collective. On l'a bien vu, enfin, je ne vais pas avoir le temps de détailler ici les études, mais si tout le monde a le même logiciel, honnêtement, on a moins de chances d'avoir des solutions innovantes voilà, que si on a autour de la table des profils variés de par leur histoire, de par leur parcours, de par leur culture, justement, etc., etc. L'adaptation client, là encore, hein, je ne vais pas citer trop de noms, mais des entreprises qui disent on veut adresser un nouveau segment de marché et il se trouve qu'on a très peu de collaborateurs qui ressemblent à ce segment de marché et donc on risque de taper à côté de la plaque. Ben oui, c'est une évidence qu'en ayant en interne ces forces vives-là pour décoder quelque part les attentes, les compréhensions, les fonctionnements, ça peut évidemment aider. La performance individuelle, je vais la rattacher au bien-être au travail, et puis on n'est pas si éloigné aussi des enjeux de sécurité. Je reviens sur la notion d'être pleinement soi-même. Je donne juste un exemple, un chiffre qui est souvent donné. Dans la communauté LGBT, une personne qui n'a pas fait son coming out, on estime qu'elle a sensiblement un quart de sa charge mentale qui est occupée à entrer dans le rôle qu'on lui assigne, à être la personne avec ce que l'on attend d'elle. 27% disent certaines études. Bon, ben, imaginons juste que cette charge mentale ne lui soit plus imposée parce qu'elle peut, sans aucun souci et sans devoir faire attention au prénom et à tout ce que ça peut avoir comme conséquence. Si elle peut être pleinement elle-même, c'est de la charge mentale directement opérationnelle sur les activités. Ça peut paraître basique de mélanger efficacité et bien-être, mais il y a des choses de cet ordre-là. Et puis, je pourrais bien sûr parler de bien-être parce qu'on n'est jamais mieux que quand on est soi-même, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Respect des safe place, on en a parlé aussi. Par les temps qui courent, je pense que sur certains sujets,
qui sont très chahutés, très bousculés dans notre société actuellement. Hein. Je pense à des enjeux de religion, par exemple, et autres. Les enjeux de sécurité et de respect des personnes dans leur diversité sont des vrais sujets. Il en reste deux, là. Des pratiques alignées avec nos valeurs. Ben oui, on peut dire on est divers et autres, mais si on a un COMEX qui est très homogène, il y a quelque chose qui coince un petit peu. Hein. On avait vu ça, et ça rejoint les enjeux de réputation d'ailleurs. Hein, c'est l'école polytechnique qui s'était fait beaucoup chahuter l'année dernière hein, sur les réseaux sociaux, où il parlait de je ne sais plus quelle initiative, quelle décision avait été prise par le COMEX. On avait un COMEX exclusivement masculin par les temps qui courent. Ça paraît tellement d'une autre époque qu'en termes de crédibilité et de réputation, il y a évidemment de gros risques. Bon, voilà un échantillon des bonnes raisons que les entreprises ont de s'intéresser à ces sujets. C'est pas exhaustif. On pourrait par exemple ajouter l'enjeu juridique. Aujourd'hui, la loi impose un pourcentage de travailleurs en situation de handicap, impose un certain nombre de femmes dans les COMEX, dans les CODIR, à relativement court terme, et potentiellement, en fonction des décisions qui seront prises au niveau France comme au niveau européen, on sent bien que c'est quand même un chemin où les exigences réglementaires risquent d'être de plus en plus fortes. Là encore, comme ça ne se décrète pas d'être tout à coup divers ou d'être tout à coup inclusif, il faut s'y préparer, évidemment, et changer le logiciel interne. Donc, plein de bonnes raisons d'adresser la diversité et l'inclusion, en plus des enjeux de transition. Et donc, on peut faire d'une pierre deux coups, une pierre plein de coups. Juste quelques derniers chiffres aussi, si, pour celles et ceux qui auraient besoin de voir comment mettre en mouvement, comment décider un COMEX ou autre de s'engager. Un point qui nous frappe à l'ESSEC, c'est de voir à quel point nos étudiants changent d'année en année et à quel point leurs exigences sur ces sujets sont de plus en plus fortes année après année. Ça se compte vraiment, enfin, c'est vraiment de cet ordre-là. 83% des étudiants qui entrent à l'ESSEC aujourd'hui, on va dire, déclarent que l'engagement de leur employeur sur les enjeux d'I&I sera déterminant au niveau de choisir son entreprise. Ça veut dire qu'une entreprise qui ne manifestera pas ou qui n'affichera pas une volonté d'agir dans ces sujets, elle se prive tout simplement aussi de nos futurs étudiants. Donc voilà, et dans des proportions qui sont loin d'être neutres. L'autre exemple, pour donner aussi des types de diversité qui montent en flèche, c'est la question du genre. Je pense que la question a été posée par certains d'entre vous. 60% de cette même génération disent que les formulaires en ligne devraient aujourd'hui ne plus se contenter de femmes-hommes, mais d'adresser la non-binarité. Et donc là, c'est quand même des questions qui ne sont pas tout à fait neutres. On dit ça pour se poser ces questions à l'ESSEC et d'essayer d'aller dans ce sens. On voit bien qu'en tricotant d'un bout à l'autre, ça soulève plein de questions, mais c'est 60% des étudiants qui aujourd'hui accordent une importance forte à ces sujets. Voilà, donc la question n'est plus de savoir s'il faut y aller aussi. Il ne faut pas y aller sur les questions de diversité, c'est il faut y aller. La question maintenant, c'est le comment. Est-ce qu'à ce stade, ça va toujours? Parce que comme je ne suis pas sûre de voir vos mains levées ou autres, oui, voilà, merci. Sinon, n'hésitez pas à m'envoyer un petit, bon, à me contacter d'une façon ou d'une autre. Alors, comment devenir une entreprise plus diverse et plus inclusive? Hein, je fais l'hypothèse qu'on a franchi l'étape de savoir s'il fallait ou non y aller. On est convaincu que oui. La question, c'est le comment. Là, je vous propose de faire un partage d'expérience de l'ESSEC, c'est ce qui nous rassemble aussi dans cette communauté, et de vous dire comment en 20 ans, dans une démarche de type walk the talk, comme dit notre directeur général, comment de fil en aiguille, on a compris la complexité de la question de diversité et d'inclusion, mais aussi les nombreux leviers finalement sur lesquels on pouvait agir pour être dans une démarche de progrès permanent. À l'ESSEC, sur les questions notamment de diversité sociale, je vais prendre cet exemple-là, mais vous verrez qu'il peut se décliner sur tout type de diversité. On a longtemps cru que la question se jouait en amont, que si on avait plus de candidats issus des diversités sociales, on aurait plus d'étudiants issus de ces diversités et tout serait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Donc, 20 ans après, on a compris que oui, il fallait s'adresser en amont. Ça veut dire qu'il faut adresser le sourcing pour une entreprise qui charge la diversité. Il faut qu'elle regarde ce qui se passe en amont et qu'elle tape peut-être dans d'autres viviers de recrutement, qu'elle change peut-être ses processus ou ses partenaires de recrutement pour recruter plus divers, que ce soit sur la diversité sociale ou toute autre diversité. Nous, à l'ESSEC, on avait choisi de mettre en place des actions auprès de collégiens, de lycéens, de préparationnaires, d'enseignants, de familles, notamment autour du mentorat, du tutorat et autour du changement de communication. Comment avoir une communication, alors on va dire aujourd'hui plus inclusive, mais qui parlera autant aux néo-bacheliers, aux bacheliers de première génération, qu'à ceux qui sont plus profil héritier de Bourdieu ou enfants eux-mêmes de parents qui auraient fait des grandes écoles, etc. Donc, travailler en amont, oui, c'est nécessaire. On croyait que ce serait suffisant? Pas du tout. Étape numéro 2,
Quand on a réussi à travailler sur les bons viviers de sourcing pour augmenter le vivier de candidats, eh ben, il faut encore que ces candidats qui postulent arrivent à entrer. L'essai qu'on a fait constat quand même que bon nombre de nos candidats issus des diversités, en gros, il leur manquait toujours un petit quelque chose pour que ça passe dans les entretiens. Et ça pose des questions. Ça pose des questions des biais dans nos recrutements, et ils sont nombreux, toutes organisations confondues, et ça se lève petit à petit, bien sûr. Mais donc, il faut accepter de remettre en question nos modalités de recrutement. Et ça passe par différentes choses. Chez nous, en l'occurrence, on a sensibilisé nos recruteurs, donc notamment former autrement les jurys, par exemple. Ça joue pour beaucoup, bien sûr, mais on a aussi clairement ajouté des nouveaux modes de recrutement, élargi le sourcing, on en parlait. Là encore, transformer bon nombre de pratiques sur l'échelon recrutement. Rebelote, on pensait que quand. Alors, si je parlais SEC, par exemple, c'est le double appel à l'oral, c'est CAP-SEC, c'est un certain nombre de programmes opérationnels très concrets qu'on est venu ajouter aux formations, par exemple, des jurys dont on parlait précédemment. Et ça a amélioré les choses puisqu'on a entré plus de diversité. Au passage, en avant-première, puisque ce sera communiqué, je pense, la semaine prochaine, on atteint cette année 25% de boursiers à l'école, dans la grande école. 25% de boursiers. On était à 5% il y a 12 ans. Et je ne crois pas que l'école ait diminué de niveau et autres. On a juste ajouté la diversité dans sa force et on a juste prouvé quelque part qu'en adressant en amont, qu'en explicitant, qu'en débiaisant nos processus, on arrivait à aller chercher les meilleurs dans tous les milieux et pas seulement dans les milieux traditionnels de nos écoles. Bon, donc on a franchi cette deuxième étape. À nouveau, on pensait que tout serait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Pas du tout. Troisième et quatrième étape, tout aussi indispensables que les autres. Quand on accueille plus de diversité dans notre organisation, il faut passer de la diversité à l'inclusion. Ça veut dire qu'il faut travailler à faire en sorte que ces nouveaux profils, différents de profils majoritaires, s'y sentent aussi bien que les profils majoritaires. À l'ESSEC, on définit l'inclusion comme étant l'accueil de chacun dans le respect de ses singularités, quelles qu'elles soient, de telle sorte que chacun et chacune puisse pleinement contribuer au groupe. Si on tient ces deux bouts-là, accueillir la diversité sous toutes ses formes et créer les conditions d'une pleine contribution au groupe, alors on voit en quoi la diversité est une force pour l'organisation. Ce n'est pas faire de la charité que d'accueillir des personnes différentes. C'est juste être capable d'aller chercher, entre guillemets, les meilleurs, c'est-à-dire ceux qui consolideront les acquis et qui permettront évidemment d'être le plus actif. Et ça sous-entend de travailler sur deux leviers. Ce qu'à l'ESSEC, on appelle souvent la graine et le terreau. La graine, ce sont les néo-étudiants, mais pour l'entreprise, vous traduirez volontiers, c'est les nouveaux publics que l'on accueille, à qui il faut créer des conditions, qu'il faut accompagner pour qu'ils puissent, j'allais dire, réussir aussi bien que les autres. Sur la diversité sociale, c'est évidemment un système de financement des études adapté aux bourses de chacun, adapté au potentiel financier de chacun, donc les bourses, l'apprentissage, mais c'est aussi de l'accompagnement. Il y a un enjeu majeur autour de la diversité, c'est la question d'expliciter les choses. Hein. Quand on est dans l'entre-soi, tout le monde a le même background culturel, on n'a pas besoin de mettre les choses en mots parce qu'on part tous de même prérequis. Quand on parle de diversité, alors il est impératif d'expliciter les choses, de mettre en mots ce qui est attendu, ce qui est compris, comment ça marche, etc. Sinon on va prouver en fait que la diversité ne marche pas. Il y a un risque que de laisser entendre que la diversité ne marcherait pas. Donc là, en explicitant l'accompagnement, par exemple pour les milieux populaires, outre les bourses d'apprentissage, c'est par exemple des ateliers spécifiques dans le lien avec les entreprises aussi, parce que, comment dire, les entreprises comme l'école avons nos billets, nos cultures, j'allais dire, traditionnelles, et il faut qu'on arrive à faire fonctionner tout ce petit monde ensemble. Donc travailler sur la graine, travailler sur les nouveaux publics. Mais on s'est rendu compte, et c'est le quatrième levier, que si le reste de l'école, donc les publics traditionnels de l'école ou des entreprises, ne bougeaient pas, autrement dit, si on ne changeait pas notre regard sur la diversité, alors on ne lui laisse pas de place à la diversité. Et ça sous-entend de permettre, enfin, de mettre en mots aussi pourquoi on veut être plus divers, pourquoi on veut être une organisation plus inclusive et ce que chacun va gagner. Je vous fais court, mais l'image qui est souvent renvoyée par les entreprises, hein, quand on anime la fresque, c'est quand même, quand on gratte un peu, parce que c'est tellement pas politiquement correct que les gens ne le verbalisent pas comme tel, mais dans les faits, il y a quand même le sentiment de dire que si on est plus divers, en gros, on va se faire piquer la place par d'autres. Bon, hein, c'est pas très correct de dire ça, mais c'est ça l'idée qui est derrière l'image de chacun. Plus diversifié, ça veut dire que demain, j'ai moins de risques, moi, d'avoir un boulot. Moi qui aujourd'hui suis plutôt du côté des personnes, j'allais dire, qui accèdent justement à ces emplois-là. Et la réponse, pour moi, elle est très, très claire. L'enjeu de la diversité et de l'inclusion,
c'est pas de partager le même gâteau pour tout le monde, c'est de commencer par agrandir le gâteau et de fait, il y en a pour tout le monde. Donc, personne n'aura à renoncer à quoi que ce soit dans les avantages ou dans les accès à tel ou tel poste, mais il faut créer les conditions d'être plus forts ensemble, donc d'avoir un gâteau plus grand, entre guillemets, de développer des nouveaux secteurs de marché, par exemple, voilà, pour pouvoir justement, et de pouvoir ensuite, j'allais dire, les répartir équitablement. Et ça sous-entend vraiment de transformer le regard de chacun sur la diversité, et ça veut dire déconstruire les biais cognitifs. On aura l'occasion, bien sûr, de parler de la fresque de la diversité tout à l'heure. Donc, à l'ESSEC, on a fait ces 4 leviers-là, et on en a ajouté un 5e parce qu'on est l'ESSEC, c'est-à-dire l'idée de dire ce qui est bon pour nous, ça ne doit pas être mal pour les autres. Et quand on a quelque chose qui marche chez nous, on essaie justement, c'est le fameux ESSEC pionnier, de faire en sorte que ça rayonne au-delà de notre seule sphère directe. C'est comme ça que le programme Une grande école, pourquoi pas moi, a été essaimé et progressivement devenu cordée de la réussite. Mais c'est comme ça que la fresque la diversité qui a été pensée pour nos étudiants aujourd'hui se déploie à grande échelle dans les entreprises. Voilà, puisqu'on vient de franchir le 15 000 utilisateurs de cette fresque. Donc ça, c'est ce qui s'est passé à l'ESSEC. Évidemment, par rapport à vous, l'invitation, c'est peut-être de regarder, enfin d'utiliser cette même grille de lecture pour regarder si elle peut répondre au comment plus de diversité. Et sincèrement, pour avoir fait l'exercice, notamment en formation continue avec pas mal d'entreprises, en général, ça marche assez bien. Qu'est-ce qu'on peut faire dans les actions amont? Comment on peut re-questionner nos recrutements? Comment on peut accompagner la diversité en interne pour être plus inclusif pour les nouveaux publics? Et comment on transforme petit à petit le regard sur la diversité de tout à chacun? Donc, je pense que ce modèle. Petit point suivant, et j'ai presque fini ma présentation parce que ce qui m'importe, c'est surtout d'échanger avec vous. Je voudrais vous partager quelques outils très pratiques pour avancer dans la transformation d'IA des organisations. Et là encore, comme on est entre nous dans la communauté SEC, je vais vous partager du vécu de notre école. On parlait de la fresque de la diversité. Je pense que parmi vous, euh, plusieurs la connaissent. Hein. Donc, c'est un outil qui, sincèrement, a fait les preuves aujourd'hui de son impact, si on le, enfin ou en tout cas de son intérêt dans la construction finalement d'organisations plus diverses et plus inclusives. Concrètement, cet outil permet, de se mettre tous sur une même ligne de départ, de se mettre d'accord sur du vocabulaire, de se mettre d'accord sur des constats. Et je vais même un cran plus loin. Quand on anime une fresque en entreprise, sincèrement, en 3 heures, on est capable de tout dire de la culture d'IA de l'entreprise, c'est-à-dire de dire, pour ce qu'on en a entendu, alors visiblement, telle et telle diversité ne pose pas de soucis chez vous. On a quand même l'impression qu'il y a un petit sujet, par contre, autour de ça, 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 ça. Je pourrais vous donner un certain nombre d'exemples où on voit bien que soit parce qu'il y a du non-dit, et donc chacun se débrouille en faisant mieux, en disant avec un peu de chance, ça va passer. Là, je vous donne très concrètement un exemple autour de la diversité religieuse dans la grande distribution. Je me rends compte pendant une fresque que visiblement, c'est un sujet un peu tabou. Et je voyais à quel point ça mettait dans l'embarras un certain nombre de collaborateurs, de directeurs de magasins et autres qui disaient, on sait pas, on n'a pas de consigne, on ne sait pas comment adresser. Ben, en fait, c'est pas très, très simple parce qu'un jour, ça peut vraiment sauter à la figure, ce genre de choses. Et dans tous les cas, ça enlève du confort. Et vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure de la charge mentale, du bien-être, etc., etc., la sécurité, ça mettait clairement de l'insécurité. Et je pourrais le dire de la même façon, hein, on voit des entreprises où encore la question LGBT, par exemple, est un tabou d'une épaisseur incroyable et donc un non-dit et autres. Et il y a toute une gamme. Enfin, c'est drôle de voir toutes les entreprises, enfin, les différences de maturité finalement des entreprises sur ces sujets ou différentes approches. Tout ça étant le fruit souvent d'histoire. En tout cas, juste pour dire que cette fresque que l'on a déclinée donc depuis les étudiants jusqu'aux entreprises aujourd'hui, via cet atelier de 3 heures, permet sincèrement de mettre tout le monde sur une ligne de départ, de se mettre d'accord sur du vocabulaire, de prendre conscience de l'ampleur des chiffres, hein, des ordres de grandeur qui montrent à quel point c'est un vrai sujet sociétal déjà, et évidemment aussi d'aborder directement ou indirectement les grands enjeux pour l'entreprise, ce dont on parlait tout à l'heure, le pourquoi il faut s'engager là-dessus. Donc c'est le premier outil, et puis je pourrais vous en dire plus tout à l'heure, bien sûr. Deuxième enjeu, il y a une question de culture, je le disais. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a pas mal d'entreprises qui ne sont pas comme ça spontanément capables de définir leur culture D&I. Alors certaines ont beaucoup travaillé le sujet, hein, je pense des boîtes comme L'Oréal ou autres. Voilà, mais il y a d'autres entreprises pour qui c'est un sujet un petit peu nouveau. Peut-être parce qu'ils n'ont jamais trop eu à se poser la question, bon, ça a toujours roulé comme ça, et donc voilà, on fonctionne. Et tout à coup, quand on leur demande, mais comment vous définiriez votre culture, et une culture, juste pour info, c'est quand même quelque chose qui peut notamment s'identifier autour de ces 4
leviers-là, hein. Quels sont vos rituels, quelles sont vos pratiques, vos célébrations qui marquent l'entreprise et qui sont inchangées depuis toujours? Inchangées depuis toujours, il faut juste vérifier que c'est compatible avec la diversité et l'inclusion. Par exemple, je ne sais pas si on dit dans nos écoles le week-end d'intégration. Ah, c'est un rituel. Est-ce qu'il est tout à fait inclusif? Gros doute, hein, en ce qui me concerne. Et évidemment, on est en train de travailler ça avec les étudiants. Des symboles différents, voilà, des symboles, des choses souvent visibles qui disent tout d'une cohérence ou non entre une volonté qui sera affichée par l'entreprise d'être plus inclusive et au contraire des symboles qui pourront potentiellement dire le contraire. Donc, il faut travailler ça. Bien sûr, les valeurs, bien sûr, l'histoire, bien sûr, les mythes, de savoir d'où on vient, savoir où on va. Si je vous donne quelques exemples, les secs, quand on a fait cet exercice dans le cadre d'un séminaire interne à Cergy au mois de mars et avril, on avait interrogé, proposé justement, il y avait, je ne sais plus, 80 personnes, je pense, de toutes parties prenantes de l'école, que l'on invitait à réfléchir, à être force de proposition sur des évolutions possibles de notre culture D&I à l'école. Donc, quel rite pourrait évoluer, quel symbole, etc. Et donc, ben, ils ont par exemple parlé du onboarding, comment on devient ESSEC quand on est étudiant comme quand on est collaborateur. Qu'est-ce qui est à faire à ce maillon-là pour que toutes les personnes qui arrivent à l'ESSEC aient bien compris tout de suite que la règle, c'est le respect d'autrui, la règle, c'est la diversité est une force, la règle, c'est tolérance zéro sur un certain nombre de choses, bon, des choses comme ça. Donc ça fait partie. Donc ça, c'est un programme d'intégration, on va dire, interculturel au passage, parce qu'une des diversités enjeux clés à l'ESSEC, aujourd'hui, c'est l'inclusion des étudiants internationaux. On a une diversité internationale indéniable. Est-ce qu'on est vraiment tout à fait inclusif pour les internationaux? Ce que eux nous disent aujourd'hui, clairement, il y a encore une petite marge de progrès. Les racines françaises de l'ESSEC qu'on assume, bien sûr, aujourd'hui rendent quand même encore, sont pas encore tout à fait articulées avec des pratiques inclusives pour les internationaux. Mais on y travaille, bien sûr, et pas, tout ça ne se fait pas en un jour, bien sûr. Des symboles, par exemple, les signalétiques. On est une école devenue pleinement internationale, mais avec une signalétique entièrement en français. Ça fait partie, évidemment, des éléments qu'il faut questionner. Alors, on pourrait avoir la question de signalétique sur les questions du genre, hein. On voit dans des entreprises maintenant des toilettes avec 3 toilettes, par exemple, ou avec 3 logos. Bon, ça fait typiquement partie des symboles hein, pour les entreprises qui veulent avancer et envoyer des signaux sur ces logiques-là. Qu'est-ce qu'on peut donner encore que dans les projets à l'ESSEC? C'est de mettre en place un Hall of Fame pour que quand on arrive dans l'ESSEC, je ne sais pas si ça va se faire, normalement c'est prévu dans les prochains mois, on ait plein de visages d'alumni, ça c'est tout à fait intéressant vous parlant, représentatifs de la diversité des alumni. Et j'espère bien qu'on y trouvera autant de femmes que d'hommes représentant la diversité culturelle, j'allais dire même ethno-raciale, si on ose en parler comme ça entre nous, parce que tout ça, c'est très fort de symbole. Quand des étudiants arrivent, et on sait qu'on a des très grandes communautés internationales, il ne faudrait pas qu'ils ne trouvent que des visages français. On serait dans des paradoxes qui vont à l'encontre de la culture et de ce que l'ESSEC affirme être. Donc, évidemment, ce Hall of Fame sera représentatif de tout ça, de ce que l'ESSEC veut être sur ces sujets. Et question valeurs, ben les valeurs, on est au cœur de notre sujet de formation hein, et mettre en cohérence notre formation veut dire, et c'est vrai depuis 2 ans maintenant, hein, former 100% de nos étudiants à ces questions-là pour en faire vraiment un dénominateur commun de toute la caractéristique des ESSEC. Donc, je parlais du changement de culture. Et dans changement de culture, il y a aussi changement, et derrière changement, il y a conduite du changement. Et là, je ne veux pas détailler beaucoup, mais parce que vous connaissez ça sûrement mieux que moi, mais vous savez très bien que l'ESSEC a beaucoup de ressources à disposition de tous, y compris des alumni, sur la conduite du changement, on va dire. Et pour la conduite du changement en diversité et inclusion, eh bien, c'est la même chose que pour la conduite du changement en transition sur le campus. Tous ces 6 leviers dont parlent si bien nos professeurs, David de Tissier, je pense en particulier à lui, sont très clairs. Et il faut aller sur ces champs-là, savoir d'où on part vraiment en diversité et inclusion. Si on ne mesure pas la diversité dans nos organisations, on aura du mal évidemment à avoir des organisations plus diverses. Si on ne mesure pas le sentiment d'inclusion, ça veut dire le taux de satisfaction finalement et de personnes qui répondent oui, je me sens à ma place et reconnue et acceptée comme je suis. Si on ne mesure pas ce sentiment d'inclusion, on aura du mal à devenir une entreprise plus inclusive, etc., etc. Donc il y a tous ces éléments-là pour lesquels le meilleur usage et le meilleur outil, j'en fais une petite pub parce que je sais qu'il est super, hein, c'est par exemple ce MOOC Réussir le changement auquel vous pouvez accéder. Voilà ce que je voulais vous partager et le reste, je vais vite arrêter tout ça et plutôt maintenant écouter vos réactions et potentiellement vos questions que je n'ai pas pu voir au fur et à mesure.
Merci beaucoup, Chantal. Donc, dans le chat, pour l'instant, on n'a pas de questions. Donc, si jamais vous en avez là et que vous voulez ouvrir vos micros, n'hésitez pas. On a un peu de temps. Et puis, sinon, il y avait les quelques questions qu'on avait reçues via le questionnaire post-atelier qu'on pourra aussi reprendre. Donc, à la limite, je te propose, Chantal, de démarrer avec ces questions-là, le temps que vous puissiez réfléchir à vos Volontiers. questions. Ouais. Alors, on avait donc une question sur les méthodes pour promouvoir la diversité. Je pense que là, à travers ta présentation, il y a eu pas mal de choses. Euh, C'est des exemples évidemment très concrets. loin d'être exhaustif en réalité, mais c'est plus une grille de lecture et déjà des leviers, et entreprise par entreprise. D'abord, c'est pas séquentiel, il se trouve que nous, on les a pris dans cet ordre-là, mais je peux vous donner des exemples d'entreprises ou même d'écoles qui ont démarré par un autre endroit et qui petit à petit sont amenés petit à petit à remplir toutes ces cases-là. Voilà. Et donc, on pourra les détailler hein, si vous le voulez, bien sûr. J'avais une question. Déjà, je voulais vous remercier pour la façon dont vous avez positionné la diversité. Donc, j'ai mis ma caméra pour que vous voyez bien factuellement que je connais bien le sujet. OK. Et je trouve que la façon dont vous avez abordé les choses est très euh, juste et ne tombe pas dans les évidences, parce que moi j'ai rencontré beaucoup d'entreprises qui clament haut et fort qu'ils sont diverses et qu'ils respectent et qu'ils ont dans leur stratégie la volonté d'inclure et de s'enrichir de toutes les diversités. Mais j'ai aussi vu aussi beaucoup de ces entreprises qui en fait n'arrivent pas à l'appliquer parce qu'ils ne s'en rendent pas compte. Et je trouve que dans la façon dont vous avez présenté les choses, ça montre bien les trois niveaux. Donc, je voulais savoir comment vous arrivez à démontrer et à faire prendre conscience aux entreprises qui sont en décalage avec la vision qu'ils ont d'eux-mêmes, en fait. Bon, alors, beaucoup de cas de figure, hein. Il n'y a pas deux endroits où la démarche est la même. Bon, d'abord, c'est pas mal de pouvoir témoigner de ce qui se passe dans les autres entreprises. Honnêtement, elle m'arrive régulièrement. Alors, je cite le nom quand on a le droit, hein, quand les entreprises nous autorisent à le faire. Mais c'est intéressant parfois de pointer, de prendre des bons élèves, des exemples de bons élèves. Je connais aucune entreprise qui soit bonne sur toutes les diversités. Par contre, une petite idée d'où sont les champions côté handicap, côté égalité femmes-hommes, côté LGBT, côté diversité culturelle, côté diversité ethnique, hein, c'est les futures diversités, en tout cas une des diversités qui montent. Les migrants, ça va être celle de dans 10 ans. Hein. Je pense qu'on a tous compris qu'on allait avoir un vrai enjeu autour de cette diversité-là, et qu'on le veuille ou non. Pour le coup, c'est un autre lien, je fais une parenthèse, un autre lien avec les enjeux écologiques, c'est que pour celles et ceux qui ont fait la fresque du climat, hein, on sait bien, on entend parler des 250 millions de migrants aux portes de l'Europe à échéance de 2050, demain matin. Bon, on va devoir changer de braquet sur la capacité à accueillir ces personnes. Et je me positionne aussi bien sur un enjeu humain avant tout, bien sûr, ou comment, sanitaire, enfin, en tout cas de leur donner des cadres de vie, mais je parle aussi de compétences, ces compétences, ceux qui nous arrivent aux portes de l'Europe. Bon, bref, juste parenthèse, je pense qu'on peut se mettre dans un petit coin la diversité de ces, enfin, en tout cas le lien avec ces phénomènes annoncés, programmés, à peu près irrémédiables déjà aujourd'hui, on le sait. Donc, prendre des exemples de bonnes pratiques ailleurs pour inspirer, pour dire que c'est possible, d'autres le font, donc c'est que c'est possible. Donc ça, je pense que ça peut aider. Aussi avoir l'humilité de dire que la diversité et l'inclusion, il y a quelque chose de l'ordre de l'utopie derrière tout ça. Hein. Donc, par définition d'une utopie, on tend vers, on ne va pas forcément l'atteindre. Et que pour les organisations comme pour les individus, on peut être très sensibilisé et potentiellement concerné par une diversité, tout en étant, j'allais dire, limite, pouvant potentiellement être même discriminatoire sur d'autres diversités. Donc, en fait, c'est quand même toute une série de complexités qu'il faut combiner. Mais je crois beaucoup quand même aux échanges de pratiques entre entreprises et donc à la capacité à mettre en mouvement des entreprises quand on arrive à les convaincre, preuve à l'appui, que d'autres sont capables de le faire. En tout cas, je pense que c'est un premier levier, c'est ce qui me vient à l'esprit là. Et dans les faits, après, je pense que c'est souvent au cas par cas quand même. Donc, ah oui, ici, un autre levier qui est très fort, c'est les chiffres. C'est qu'en fait, faut bien, enfin, faut avoir conscience qu'aujourd'hui, on a beaucoup de données, pas encore autant que sur le climat, mais on a beaucoup de données qui montrent, études à l'appui, le poids.
des inégalités, des discriminations, les manques à gagner liés à cette non prise en compte de la diversité, etc. Donc, et notamment dans le milieu académique, enfin, la force de l'ESSEC, c'est aussi d'avoir accès à des données, à des chiffres, à des études et de les partager. Je pense que ça combat aussi des idées reçues. Et sur ces sujets, quand même, le café du commerce fait beaucoup de tort, hein, ou les instrumentalisations politiques, ou l'ambiance globalement. Donc, il faut qu'on ramène à des choses très concrètes, très factuelles. Et on est dans un univers où on a des ressources à ce niveau-là. Voilà. Bon, les bonnes pratiques et les études. Peut-être que si on joue déjà sur ça pour commencer, ça peut peut-être aider. Merci beaucoup Chantal. Il y a justement une question sur les chiffres et les études. Est-ce qu'on a des études qui montrent une corrélation entre avancer sur la diversité et avancer sur la transition écologique pour les entreprises? Comme ça, j'ai pas grand-chose qui me vienne à l'esprit. Parce que la corrélation, je pense que c'est le moyen terme et le long terme qui le donnera. Et donc, voilà, dans le temps de l'action, c'est pas très facile de le voir. Euh, Là encore, si je reprends l'exemple à l'ESSEC, je suis convaincue que le fait qu'on ait tenu les deux bouts, dès le départ, on est positionné avec la démarche Together, un objectif de transition environnementale et sociale. Je pense que le social a aidé l'environnement a aidé le social. Parce qu'on a mis plusieurs fers au feu, parce que quand ça coince d'un côté, on avance sur l'autre, parce que quand on avance sur la diversité, je vous donne un exemple concret. La diversité internationale, par exemple, des étudiants à l'ESSEC. OK, bon, alors on voit bien que ça pose encore des questions d'inclusion, j'en parle un instant, mais je vais vous dire en quoi elle a, par exemple, apporté beaucoup de choses, y compris sur la transition écologique. Je me rappelle une discussion, je reçois un mail, il y a peut-être 2 ans maintenant, d'un étudiant d'une province chinoise, je ne sais plus laquelle, qui me disait être scandalisé qu'en France, à l'ESSEC, on n'en soit encore que là, sur tel ou tel aspect environnemental. Je le rencontre longuement, il me raconte les pratiques, alors c'est dans une espèce d'épiphénomène, dans un petit coin là-bas de chez lui, où je pense que l'état où on en est aujourd'hui à l'ESSEC, c'est l'état où ils en étaient à 40 ans à peu près. Et je lui dis, bah, très bien, mais racontez la suite du film et on va gagner du temps, en fait. Qu'est-ce que vous avez fait pour être plus fort dans vos pratiques de gestion de communauté, de gestion de territoire, etc. Qu'est-ce que vous avez fait? Je vous assure que cette heure-là d'échange avec cet étudiant international, mais ça nous a ouvert un champ des possibles de dingue. Donc, la diversité internationale, c'est pareil, c'est une problématique d'inclusion, mais c'est une opportunité typiquement de témoignage à plein d'égards. Et dans la France, on est à la ramasse sur un certain nombre de sujets, hein, tant sur le plan environnemental que sur le plan diversité et d'inclusion. Ben, on a dans nos étudiants, et donc dans vos entreprises internationales, vous avez aussi des compétences et des leviers finalement d'accélération de cette transition-là. Donc, je n'ai pas de corrélation directe entre l'impact, mais j'ai fait le constat plusieurs fois que l'un enrichit l'autre et réciproquement. Merci beaucoup Chantal. On a aussi une question sur la diversité neurologique, TSA, 10, TDA, etc. Est-ce qu'elle est aujourd'hui un sujet pris en compte par les entreprises? Ouais, très variable là encore. Il y a au moins 3 4 ans, peut-être même plus, on citait souvent une étude disant que, je crois que c'est SAP aux États-Unis, qui a monté un programme spécifique d'accompagnement de personnes autistes souffrant d'autistes Asperger, qui, dans notre société française, comme vous le savez, sont souvent des personnes qui ont des difficultés d'intégration scolaire, voire parfois en difficulté scolaire, là où les États-Unis en font leur futur champion quand même, hein, pour cet exemple-là. Donc oui, des entreprises, pour un certain nombre d'entre elles, je cite au moins cet exemple-là, ont identifié ces profils de personnes comme étant les futurs collaborateurs dont ils rêvent pour des raisons justement de fonctionnement différent, mais de capacité à inventer des choses brillantissimes. En France, on en est encore très très loin. Alors peut-être, Sounia, tu pourras témoigner d'hier soir à la table ronde, donc à laquelle j'ai pas pu participer, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui était spécifiquement sur la diversité, la neurodiversité, et c'est un vrai enjeu. Moi, je constate quand même aujourd'hui qu'il y a assez peu d'entreprises qui avancent vraiment là-dessus. Et pourtant, je pense que c'est un vrai enjeu. Je suis pas sûre que ce soit une diversité pour le moment très très avancée. Mm. Mais en effet, Mais il y il a y a eu un des exemples à événement. la règle, il y a des exceptions à Ouais. la règle, bien Mm. sûr. Oui, il y a eu un événement hier où donc une entreprise avait choisi ce créneau-là justement et elle expliquait quand même les difficultés à le justifier. Donc on aura normalement un compte-rendu de la conférence et je pourrais le partager du coup à la personne intéressée. En tout cas, je peux témoigner avec ma casquette égalité des chances, où on a un programme de tutorat étudiant qui s'appelle phare,
par-delà le handicap, avancer et réussir des études supérieures, ça fait phare. Pendant longtemps, on avait essentiellement des jeunes en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire, mais souvent par exemple de handicap physique, handicap sensoriel. Bon, on a de plus en plus de troubles sévères du langage, dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, etc. Et de syndrome autistique. Évidemment, on a plusieurs jeunes autistes Asperger. Moi, ce que je retiens de cette expérience phare, c'est l'impact incroyable que ça a sur nos étudiants tuteurs qui arrivent en freinant des cas de fer et en se demandant s'ils seront capables de faire du tutorat. Et je vous assure qu'après une année de tutorat phare, si demain dans l'entreprise, ils reçoivent un CV ou s'ils sont en contact avec une personne de cette nature, ils sauront tout à fait comment faire en sorte qu'elle soit une force pour l'entreprise. Parce que ça, ils l'ont expérimenté dans leur cours, hein, enfin dans leur cours, dans leur séance de tutorat. Au début, ils arrivent avec appréhension et en fait, dans l'échange, dans la discussion, à l'évidence, ils voient tout ce que ces jeunes-là apportent au groupe, ce dont ils bénéficient évidemment en retour. Pour le dire autrement, j'ai quand même l'impression que la diversité, ça ne s'apprend pas tellement sur les bancs de l'école ou que ce soit ni dans les livres, mais ça s'expérimente. Et en fait, expérimenter la diversité, y goûter, c'est se rendre compte de ce que ça apporte et c'est trouver progressivement des solutions pour l'interfacer. Et là encore, je ne veux pas dire que c'est simple, hein. Et c'est un investissement au départ. Il y a un pic de charge au démarrage, quoi. On a l'impression d'aller moins vite, de devoir se poser plein de questions qu'on ne se posait pas avant, etc. Bon, derrière, on voit ce que ça peut apporter. Donc, il y a un investissement, je pense. Merci Chantal. Donc tu parlais aussi du fait que la diversité selon les cultures, elle pouvait être interprétée différemment. Et du coup, on a une question d'une alumna internationale qui observe qu'en effet, sur les questions d'IA, il y a des interprétations différentes selon le contexte culturel. Et elle se posait spécifiquement la question des questions de laïcité et du contexte français et la capacité à inclure vraiment des personnes telles qu'elles sont au sein des entreprises ou ailleurs. Donc, Mhm. est-ce que tu as des éléments ou Bah, une expérience je à constate. partager? Bon, alors, si on parle de diversité religieuse, Mm. en France, pareil, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt. Honnêtement, il y a la question des femmes qui portent le foulard dans les entreprises. C'était ça, hein, le sujet, en l'occurrence, qui était tabou dans l'entreprise dont je vous parlais tout à l'heure dans la grande consommation. Quand on regarde un petit peu objectivement, d'abord au niveau de la loi, enfin, il y a pas de raison que ça pose problème. Et donc, c'est intéressant de savoir pourquoi ça pose problème. On voit c'est tous les stéréotypes qu'il peut y avoir derrière. Enfin, il y a des choses de cet ordre-là. Mais donc, il y a un grand décalage entre la théorie et la pratique, on va dire, hein, parce que la loi pour la laïcité, normalement, c'est l'accueil dans les singularités. On est à nouveau dans une logique assez proche de l'inclusion, hein, respecter les singularités de chacun. Et puis voilà, dans la mesure où le travail n'est pas perturbé par le fait de porter un voile. Mais on voit bien que les résistances, elles sont d'un autre ordre que les contraintes physiques liées au port du voile, telles qu'on pourrait l'imaginer sur des chaînes de fabrication ou autres. On voit bien que ce n'est pas de cet ordre-là. Donc, c'est pas un sujet simple. Et en même temps, il y a des entreprises qui y arrivent très bien, là encore. Donc, je pense que l'idée de peut-être d'échange de pratiques sur le sujet, ce serait pas inintéressant non plus, hein. Après, si on regarde même à l'ESSEC, on a eu ces sujets-là aussi il y a quelques années. Et puis finalement, petit à petit, les cohabitations, je dis pas qu'il n'y a pas d'islamophobie ou d'antisémitisme ou autre. Et je me rappelle aussi qu'il y avait eu il y a peut-être non, c'était encore à l'époque de Jean-Michel Blanquer, donc il y a maintenant 4-5 ans ou plus même, 6 ans. Il y avait eu aussi des altercations, en tout cas des difficultés de cohabitation avec les étudiants sikhs, pour qui le turban est un incontournable. Et puis, dans je sais pas quel dérapage associatif ou autre, ça avait été remis en question. Bon, donc on voit bien, hein, mais là encore, souvent quand même, la connaissance, le refus de l'ignorance. Donc la connaissance est souvent aussi un allié pour déconstruire des idées reçues et avancer dans l'intégration religieuse, comme dans les autres intégrations, enfin, comme dans les autres sources de diversité. Bon, je suis pas sûre de répondre tout à fait à votre question, mais il y a beaucoup là encore de choses assez expérimentales et puis dans le respect des structures, quoi, à voir au cas par cas en fonction de quelle nature de questions se posent pour essayer de trouver les meilleures façons d'avancer. Merci Chantal. Et donc là, il y a une question aussi donc, sur la diversité en termes d'âge. Est-ce que pour toi, c'est un sujet qui est pris en compte par les entreprises aujourd'hui ou pas? Dans quelle mesure? Oui, plus ou moins aussi, plus ou moins aussi. Alors c'est pareil, on va encore une fois ramponner avec des sujets d'actualité, hein, euh, par exemple, là, dans l'actualité politique récente sur le temps d'accès à l'emploi des personnes
qui se retrouvent en situation de chômage et qui ont 50, 60 ans, je veux dire, ce serait enfin, là encore, ce serait ni une évidence que d'imaginer qu'on retrouve du boulot aussi facilement à 60 ans que ce que l'on peut en trouver à 20 ou 30. Il ne faut pas être naïf là-dessus, évidemment. Donc, les entreprises, pourquoi elles vont s'intéresser tout à coup aussi aux seniors? Ben, soyons bien clairs, hein, c'est pour les garder plus longtemps, pour garder les compétences à l'intérieur, pour faire la passation vers de nouveau. Mais c'est encore une fois des enjeux RH qui conduisent les entreprises à regarder cette question-là, hein. Le fait d'embaucher des seniors plutôt que des plus juniors, honnêtement, c'est pas très simple, notamment pour des enjeux de salaire, puisqu'on a un fonctionnement où plus le temps passe, plus le salaire augmente. Et puis à l'arrivée, ben, on a potentiellement des personnes plus âgés qui certes ont plus d'expérience, mais dont le décalage en termes de salaire, finalement, rend plus favorable en général de prendre les plus seniors. Moi, je pense que c'est une réflexion qui va au-delà de celle des entreprises qu'il faudrait faire là-dessus. Moi, je me remettrais volontiers en question le rythme de travail dans une vie, en fait. Pourquoi il faut aller toujours plus, jusqu'à un jour, bon, bah, c'est la retraite, tout rien. Pourquoi on n'a pas des cycles de vie qui seraient plus favorables à tout le monde, à des jeunes parents, par exemple, à certains moments, et pour le coup, je parle bien de hommes et femmes, qui fait qu'il y a peut-être des périodes de vie où finalement un temps partiel pour les hommes comme pour les femmes ne serait pas complètement idiot. Et pourquoi pas aussi imaginer, enfin, en fin de carrière, des temps partiels. Je sais que ça existe, bien sûr, et les retraites progressives, tout ça sont des dispositifs qui existent légalement, mais dont le regard, enfin, là où l'acception sociale est quand même pas non plus tout à fait encore évidente partout, quoi. Donc, pour le dire autrement, c'est pas la diversité sur laquelle les entreprises sont le plus avancées, sauf celles qui sont au pied du mur et qui ont une pyramide des âges telle qu'ils sont conscients qu'il faut qu'ils gardent leurs seniors le plus longtemps possible. Et donc là, ils les bichonnent un petit peu, mais voilà, c'est pas le cas partout non plus. Pour le coup, j'en profite. Tout à l'heure, je disais la diversité, il faut la mesurer. Alors, il y a plein de façons de mesurer la diversité, même si ce n'est pas un sujet simple. Mais il y a notamment une entreprise qui monte en flèche. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour l'avoir pas mal regardé, je me dis que ça vaut le coup de la regarder, qui s'appelle Mixity, Mixity, et qui accompagne les entreprises, et puis elle est en train de travailler sur l'enseignement supérieur, autour de 5 principales thématiques de diversité. Donc, on va retrouver handicap, égalité femmes-hommes, LGBT, diversité culturelle et diversité d'âge. Et c'est assez intéressant parce que les entreprises, et c'est rendu public, hein, pas mal d'entreprises qui font leur diagnostic avec Mixity, le rendent public, et donc c'est présenté sous forme d'espèce d'araignée qui donne une idée des diversités sur lesquelles l'entreprise est plus ou moins performante, et c'est surtout intéressant de suivre dans le temps et de vérifier, donc sur la base d'un constat et d'un diagnostic à l'instant T, de vérifier qu'on avance. Et bien, il se trouve que dans les 5 diversités, il y a celle-là, par exemple. Donc ça, je trouve ça assez intéressant, ce qui veut dire qu'il y a des entreprises qui ont déjà regardé comment elles sont en termes de diversité des âges, mais aussi en termes d'inclusion des âges. Et donc il y a une question, existe-t-il des modèles de calcul de l'impact direct de la diversité sur la performance économique et financière des organisations? Ce sont souvent des études très ponctuelles qui, dans un cadre donné, sur un diagnostic réalisé par Y entreprise de tel type, à telle époque, dans tel contexte, dans tel pays, etc., où ils prouveront, par exemple, qu'avec plus de femmes au board, il y a globalement un chiffre d'affaires qui augmente d'autant, etc. Mais à chaque fois, ce sont des chiffres, des études qui sont relatives à un champ donné, un cas donné, etc. Des études génériques, mais peut-être ça n'existe pas. Mm. En tout cas, pas encore. Pas encore. C'est Prochaine pour ça que, question. Ouais, pardon, j'allais pardon. dire, Non. c'est pour ça qu'en réalité, il y a des éléments très, très factuels. Par exemple, si demain, la diversité permet aux entreprises de régler une partie de leurs questions de sourcing et d'embauche et autres, et permet de pourvoir des postes. Franchement, pour l'entreprise, elle ne mettra pas très longtemps à faire le retour sur investissement de cette diversité-là. Parce que voilà, je prends le cas par exemple quand les restaurants qui ouvraient avant 6 jours par semaine sont passés à 5 jours ou ont diminué leur plage horaire parce qu'ils n'arrivent pas à avoir assez de personnel, je veux dire, ça se joue directement sur le chiffre d'affaires. Alors, je ne dis pas que la diversité est la seule bonne solution, hein, bien sûr, mais je suis convaincue que ça fait partie des solutions, même si personne n'aime être recruté pour ces raisons-là, hein, chacun préférant être recruté non pas au titre ni d'un quota, ni de je sais pas quoi, mais bien pour des talents, et c'est bien pour leurs talents qu'il faut que ces personnes soient recrutées.
N'empêche que là, ça se traduit de façon très concrète en termes de chiffre d'affaires, en termes d'impact économique. Hum, Donc, une remarque, ne pensez-vous pas qu'il soit préférable d'adresser la question de la diversité par individu plus que par pilier ou catégorie, puisque nous sommes tous divers? Bien sûr. Mais c'est pour ça que je rappelais la diversité, la définition que l'on donne à l'inclusion. L'accueil de chacun dans le respect de ses singularités. Et quand on pousse la notion de singularité à fond, on arrive à autant de profils singuliers que de personnes, sensiblement. Donc ça revient à dire que l'on... Oui, ça revient à dresser la question personnellement. N'empêche que si on veut que chacun soit vraiment accepté pour ce qu'il est, comme on ne va pas construire un plan d'action par personne, c'est en général quand même par grande famille de thématiques que l'on adresse. Et c'est là que, et c'est là que on peut évidemment être enfin, que l'intersectionnalité, j'allais dire, joue son rôle et qu'il y a évidemment pas mal de personnes qui sont à la croisée des enjeux d'égalité femmes-hommes, comme potentiellement des enjeux de handicap, comme potentiellement des enjeux LGBTQ+, etc. Mais oui, bien sûr que l'idéal, ce serait que chacun soit accueilli dans le respect de ses propres singularités à lui, c'est ce vers quoi il faut tendre. Mais en termes de plan d'action, ça s'opérationnalise quand même plus facilement à travers des grandes catégories. Pas pour enfermer les gens dans des catégories, mais parce qu'on peut faire avancer que ce que l'on mesure et on retour à la case départ de ce qu'on disait tout à l'heure. Super, merci. Donc, on a une dernière question. Donc, la question du genre et de l'identité de genre, comment est-elle prise en compte dans les entreprises? De façon extrêmement variée, extrêmement variée. Il y a des entreprises où c'est presque une évidence et je pense qu'on n'est pas très loin d'accueillir chacun dans le respect de ses orientations sexuelles, quelles qu'elles sont. Mais il y a encore beaucoup d'entreprises où on n'a pas déconstruit le modèle cisgenre, les hommes, les femmes, etc. Et ça veut dire, bah, ce sont donc des entreprises où les personnes ne peuvent pas faire leur coming out, ou en tout cas ne se sentent pas assez en sécurité pour pouvoir l'exprimer, et donc sont dans le fameux rôle à jouer à la machine à café du lundi matin. Ah non, hein, ta femme. Bon. La grande objection pour les entreprises qui ne sont pas très avancées là-dessus, c'est l'argument de dire ah mais ceci relève de la sphère privée, c'est pas aux entreprises de s'en occuper. Hein. Ça c'est l'argument qui est utilisé à peu près systématiquement. Un peu pareil pour ne pas adresser d'ailleurs les questions religieuses. Mais dans les faits, c'est pas vrai, parce que quand on demande à quelqu'un, ou à monsieur, alors, ça s'est bien passé ce week-end, à ta femme, tes enfants, etc. De fait, si on adresse à monsieur en parlant de sa femme et de ses enfants, on s'inscrit déjà dans un certain schéma. Donc, pourquoi ce schéma-là et pas les différents schémas? Donc, voilà. Donc, ben, certaines entreprises sont à la case départ, et ça crée même de la crispation, pour ne pas dire même encore du rejet. Franchement, bon, je repense aux situations avec la fresque où on entend ça. Mais après, c'est là, c'est le sujet qui bouge le plus en ce moment. Hein. C'est vraiment sur la thématique sur laquelle les entreprises mettent le turbo et peut-être se transforment le plus actuellement. Donc, il y en aura de moins en moins qui seront dans le zéro prise en compte de cet enjeu-là, mais il y a quand même encore des marges de progrès assez conséquentes. Et j'ajouterais que c'est pas non plus si simple, hein, parce que LGBTQIA+, et A2+, etc., honnêtement, c'est complexe dans la mesure où même la législation ne va pas suivre. Je donne un exemple tout bête, on abordait cette question, la catégorie non binaire à l'ESSEC il y a quelque temps, et la DRH nous dit, ah oui, mais nous, quand même, quand on remplit l'index égalité pro, on n'a pas trois catégories, on en a que deux. Alors, on les met dans quelle catégorie, ces gens-là? Donc, même la législation doit suivre. Le vocabulaire doit suivre. Et aujourd'hui, il y a plein d'éléments, en fait, où on n'a pas encore un outillage complet pour adresser correctement. Mais ça s'appelle une société en mouvement. Donc, ça va se construire. La société civile va faire bouger les lignes. Il faudra sûrement que la législation, enfin, que le législateur fasse évoluer un certain nombre d'éléments aussi. Voilà. Mais de là à ne pas du tout démarrer, je pense qu'il y a quand même quand même une marge entre les deux, hein, évidemment. Un super merci Chantal. On a finalement une dernière question. Donc on a une personne qui aimerait savoir comment se former à la fresque, à l'animation de la fresque de la diversité, sachant que je crois qu'elle a déjà contacté la, la- le centre égalité des chances, mais je sais que parfois il y a pas énormément de place aussi ou de disponibilité. Je ne sais pas si tu as des éléments à ce Je sujet-là. peux redire deux mots sur la façon dont se déploie la fresque de la diversité, dont je rappelle qu'au départ, c'était pour nos étudiants. Hein. Donc, on est dans une entreprise sociale et on avance en marchant en fonction des attentes, des besoins, des priorités, et voilà.
Donc, deux types d'animateurs fresques de la diversité. On va dire trois types. Les premiers types, c'est les deux cofondateurs, Nombelu Games et l'ESSEC, où on a nos propres équipes, par exemple celles avec qui contribuent notamment à la sensibilisation de nos étudiants, même si on fait appel à des fresqueurs extérieurs. Après, au-delà de l'ESSEC et Bellu Games, on a deux types de fresqueurs. Des fresqueurs freelance, je vois Virginie parmi nous, elle en fait partie. Euh, et donc, on a sensiblement, on va dire, entre 150 ou 170 fresqueurs freelance. Ça veut dire des personnes que l'on a formées, je reviendrai sur le processus de formation, et qui aujourd'hui peuvent, soit pour les plus avancés, ce qu'on appelle les ceintures oranges, intégrer l'animation de la fresque dans leur portefeuille d'offres aux entreprises. Voilà, c'est le cas de Virginie. Soit pour d'autres, moins avancés dans le cursus, donc qui sont ceinture blanche ou ceinture jaune, parce que ça marche comme ça, comme l'ensemble des fresques. La fresque du climat marche pareil. Bon, bah, c'est des étapes intermédiaires où, pour le moment, elles animent, notamment en prestation pour nous, pour Belly Games, etc. Ça, ce sont les fresqueurs freelance. Et on a d'autres types de fresqueurs, c'est au sein des organisations. Là, on a donc pas mal de grandes entreprises dans lesquelles la fresque se déploie. On commence par évidemment animer des ateliers fresques. L'idée, c'est bien sûr de sensibiliser un certain nombre de personnes, mais c'est aussi de co-construire avec ces personnes-là la démarche et quel sens ça pourrait faire, quelle place la fresque pourrait avoir dans une politique D&I plus large, quelles objections, quelles opportunités. Bon, ça, en animant les fresques et en travaillant ensemble, d'abord, je vous disais tout à l'heure, une fresque, c'est un diagnostic, hein, donc ça nous permet de dire au bout de quelques fresques. Alors, chez vous, peut-être que ce serait intéressant de regarder ça, ça, ça. Voilà. Bon, donc ça, c'est en entreprise. Mais après ces premières animations, les entreprises décident de former leurs propres fresqueurs. Et donc, on déploie des plans de formation de fresqueurs au sein des organisations, en France et à l'international, puisque là, on va bien prochainement avoir une version française, anglaise, espagnole, portugaise, italienne, etc. Et ce sont les fresqueurs internes qui animent. Le point de vigilance, c'est que c'est compliqué d'animer la fresque. Honnêtement, enfin, par rapport à la fresque du climat, on peut faire beaucoup de dégâts en animant mal la fresque. On peut blesser les gens. On touche sur des sujets tellement délicats que franchement, avec la mode gros sabots et même avec la meilleure volonté du monde, on peut faire des dégâts. C'est pour ça qu'on est vigilant à la fois sur la formation, et je pense qu'il y a des personnes qui ne sont jamais des bons fresqueurs, et ça, c'est vraiment dur de le dire aux gens en disant par rapport à ta posture, par rapport à tes propres idées reçues, tes stéréotypes que tu n'as pas encore construits, fais attention, ça peut faire des dégâts. Et c'est pas facile de dire les choses comme ça. Donc ça, c'est une première réserve. L'autre réserve, c'est que on peut pas non plus avoir trop de fresqueurs en fait, parce que d'abord, les personnes qui investissent pour devenir fresqueurs espèrent un retour sur investissement quelque part. Et je suis pas sûre non plus que le marché soit infini. Donc on y va assez mollo en fait sur les priorités de développement pour qu'il n'y ait pas non plus pas des compétitions, mais au contraire pour qu'on consolide finalement un maillage qui permet de déployer vraiment cette vision d'entreprise inclusive. Donc, c'est des enjeux d'être présent sur tout le territoire, c'est des enjeux de l'international qu'on se pose de plus en plus, c'est des enjeux de secteur de marché, c'est peut-être pas la même chose déployé dans les grands groupes que dans les TPE, qui est un vrai enjeu aussi dans la fonction publique, par exemple, et on commence à y travailler aussi dans les collectivités locales, dans toutes les personnes qui font de l'accueil du public. Franchement, s'il y a un endroit où il faut être inclusif, c'est quand même là, hein, sinon on retombe dans les stéréotypes qu'on peut avoir sur telle ou telle population. Donc voilà, on est en train de continuer à déployer la fresque. On continue à former des fresqueurs, mais on y va mollo et avec le plus de discernement possible pour, un, avoir de la qualité et deux, avoir une bonne complémentarité d'acteurs. Mais merci beaucoup Chantal, c'était passionnant, merci. On est 13h32, donc merci d'avoir pris ce temps avec nous. Merci à tous pour votre participation. On vous a partagé le lien du questionnaire de satisfaction et puis on vous dit à très bientôt. Je ne sais pas si tu vas ajouter une petite chose pour dire Moi, au j'ai revoir juste Chantal. on a une adresse générique si vous êtes intéressé par la fresque, fresque-div@essec.edu. Et pour toute autre question sur les sujets que j'ai abordés, l'adresse générique du CEDI, c'est centre-EDC, c'est encore égalité des chances, @essec.edu et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions si vous en avez a posteriori, évidemment, avec grand plaisir.